Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration. On commence. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager un petit mot. Vous allez peut-être remarquer que la qualité audio de cet enregistrement n'est pas optimale. C'est le tout premier épisode de mercredi et l'outil que j'ai utilisé à ce moment-là n'était pas tout à fait à la hauteur. Depuis, j'ai revu toute la partie technique pour vous offrir une écoute plus fluide et plus agréable pour les prochains épisodes à venir. Comme j'aime souvent le dire et comme j'invite chacun à le faire, les erreurs font partie de l'apprentissage. Elles nous permettent d'avancer, d'ajuster, d'apprendre. Et même si le son n'est pas parfait, la richesse et la sincérité de cet échange, elles, le sont vraiment. Alors merci de votre indulgence et surtout de votre écoute. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Mercredi. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Audrey May. Audrey est kinésiologue, autrice et créatrice de la méthode Raconte-moi mon histoire. Son parcours est profondément marqué par une histoire familiale qui a pesé sur ses épaules pendant plus de 30 ans et qui a été le point de départ de sa mission, celle d'aider enfants et parents à libérer les émotions bloquées et à se reconnecter à leur histoire personnelle. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble son chemin, sa vision de la parentalité et sa méthode, qui a déjà aidé de nombreuses familles à retrouver de la sérénité. Bonne écoute! Bonjour Audrey et bienvenue. Bonjour Sybille, heureux d'être ici, merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie, c'est un honneur pour moi de te recevoir dans un de mes épisodes. Voilà, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter rapidement? Oui, donc moi je suis une kinésithérapeute qui est devenue kinésiologue à la suite d'un gros choc émotionnel qui était le suicide de mon ex-compagnon. Et j'étais mais tellement ébahie par cette méthode que je me suis dit, il faut absolument que je me forme, parce que c'est en allant voir une kinésiologue que je me suis dit, il faut absolument que je me forme. Et puis après, j'étais très intéressée par tout ce qui pouvait être la mémoire cellulaire, les enfants. Je me suis formée en traduction de bébé. Et puis à 36 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon géniteur. Et je me suis dit, mais je le sentais depuis tellement d'années que je me suis dit, il faut absolument aider les parents à pouvoir formuler des choses comme des secrets ou autres. Et puis surtout, je ne voulais plus qu'aucun enfant vive ce que j'ai vécu, c'est-à-dire sentir des choses sans avoir de réponse. C'est comme ça qu'a été créée la méthode Raconte-moi mon histoire. Très bien. Alors on reviendra sur ce secret et sur la méthode un petit peu plus loin. Peut-être justement pour des personnes qui ne connaîtraient pas ce qu'est la kinésiologie, est-ce que tu peux rapidement définir, expliquer? Oui, en fait, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, tout est enregistré dans nos cellules, comme la mémoire d'un avion, en fait, comme la boîte noire d'un avion. Et la kinésiologie, grâce aux tests musculaires, va permettre d'interroger cette mémoire cellulaire pour savoir exactement l'origine qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez peut-être un problème de douleur, de fatigue, de confiance en soi, etc. Ok, et le test musculaire, ça consiste en quoi finalement? Ça consiste à... Donc moi, je demande aux personnes de tendre les bras et je vais exercer une légère pression au niveau du poignet. Je vais poser des questions et c'est comme si le corps me disait oui ou non. Alors ça peut paraître très bizarre, mais en fait, notre corps sait déjà. Et la kinésiologie va interroger cette mémoire cellulaire, cet inconscient. Et en quoi la kinésiologie se différencie peut-être d'autres méthodes comme la sophrologie? Pour moi, le test musculaire, c'est vraiment chirurgical, c'est-à-dire que vous venez avec un objectif et votre corps va vous dire exactement à quel moment il va falloir revenir. Moi, je trouve ça incroyable. Vous pouvez venir pour une douleur ou autre et votre corps va vous dire ah, faut revenir à vos 3 ans. Et en fait, par des techniques d'auto-hypnose, eh bien, je vais pouvoir faire remonter les souvenirs et la personne va pouvoir me dire oh, mais ça me paraissait tellement ridicule à ce moment-là. Oui, mais du coup, c'est l'origine de votre mot. Donc pour moi, la kinésiologie, elle est précise. Ok, très bien. Et du coup, comment cette méthode peut-elle spécifiquement s'adapter en fait aux enfants? Eh bien, quand j'avais des enfants et que j'utilisais que la kinésiologie, j'utilisais le test musculaire sur les parents pour les enfants qui étaient trop petits, parce que quand l'enfant il est trop petit, je n'arrivais pas à faire le test musculaire, donc je passais en transfert. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des limites, en fait. C'est pour ça que dans la méthode Raconte-moi mon histoire, il n'y a pas de test musculaire. Et j'utilise des peluches pour que ce soit beaucoup plus
interactives pour l'enfant et pour les parents. Ok. Ce que je te propose, c'est de revenir sur cette méthode juste après, mais de nous raconter un peu plus dans le détail peut-être cet événement effectivement marquant qui a pesé sur tes épaules durant plus de 30 ans, puisque tu nous as dit, je crois, 36 ans effectivement. Le moment où tu as appris que ton papa n'était finalement pas ton père biologique, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cet événement marquant? Depuis toute petite, je me sentais parachutée. Je me suis longtemps demandé si on n'avait pas échangé les bébés à la maternité. J'étais très blonde aux yeux bleus comme mon frère, alors que mes parents avaient les cheveux foncés, les yeux foncés. Et toute petite, je me suis interrogée. Et puis en fait, il y a eu les cours de biologie, donc je me suis intéressée à comment on fait les yeux bleus. Je me suis rendu compte que mes parents pouvaient effectivement être mes parents parce que l'allèle des yeux bleus est récessif. Après, je me suis intéressée au groupe sanguin pour savoir si c'était bien mes parents. Et puis là aussi, ça matchait. Et en fait, c'était comme si c'était vraiment à l'intérieur de moi. Et puis au fur et à mesure de faire des recherches, de faire des études de kinésiologie, petit à petit, il y a eu des éléments du puzzle qui se sont mis en place. J'étais persuadée d'être stérile, alors que je ne l'étais pas. Quand j'en ai discuté avec mon frère, il me dit «Oh, mais moi aussi, je croyais que j'étais stérile». On s'est rendu compte que la même année, on avait fait des tests pour savoir si on était stérile. Et j'étais là, mais c'est quand même très bizarre que des frères et sœurs, la même année, fassent des tests. On était persuadés d'être stérile. Et moi, ça pulsait vraiment à l'intérieur de moi. Et à 35 ans, j'appelle ma mère et je lui dis, écoute, est-ce que mon père est mon père? Et là, elle se met en colère, elle me dit, mais bien évidemment, Audrey, ton père est ton père. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, ça pulsait de plus en plus. Je ne peux vraiment pas l'exprimer, mais c'était vraiment comme si mon corps savait. Et à 36 ans, je suis retournée voir mes parents et je leur ai dit, bon ben là, est-ce que vous pouvez vraiment me dire la vérité? Et c'est mon père qui a pris la parole en me disant qu'il était stérile et qu'ils avaient fait un don de sperme. Et ce qui est fou, c'est que je sentais la vérité, mais je ne savais pas ce que c'était. Et mon frère, comme moi, on était persuadés d'être stériles, mais en fait, on portait en nous la stérilité de notre père. Et en fait, j'ai envie que les personnes qui écoutent ce podcast intègrent que l'enfant, il ressent tout. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il sent tout. Et dès qu'on va lui dire autre chose que la vérité, eh bien, il va y avoir des maux, des maladies, des colères, etc. C'est ça, finalement, c'est ancré en lui, dans ses cellules, et ça ressort à travers un comportement, en fait, à travers, oui, le corps qui finalement somatise à différents niveaux, soit une maladie, soit effectivement un comportement chez l'enfant, ou chez l'adulte, du coup, voilà, comme ton frère et toi qui étiez persuadés d'être stériles, alors que oui, vous portiez la stérilité de ton papa, comme tu dis. Je trouve voilà vraiment ce récit très fascinant parce que voilà ça montre la puissance en fait de oui la transmission génétique et de ce parcours familial qu'on peut se transmettre sans même le vouloir ou sans même s'en rendre compte parfois. Euh, et du coup, par rapport à cette méthode, raconte-moi mon histoire, qui finalement est née de cette expérience-là. Si on fait un peu un zoom sur cet accompagnement, alors il n'y a peut-être pas de séance type, mais peut-être un processus plutôt. Comment ça se passe? À quoi ressemble une séance? Est-ce qu'il y a des séances avec les parents uniquement, avec l'enfant uniquement? Comment tu procèdes? Donc les parents et l'enfant sont là en même temps, parce que ça s'appelle quand même «Raconte-moi mon histoire». Donc l'objectif, c'est de raconter l'histoire à l'enfant. Il faut savoir que l'enfant, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il s'est raconté sa propre histoire. Je ne suis pas désiré, je ne suis pas aimé, je ne suis pas celui ou celle qu'on attend. Il va se créer des pensées limitantes et en fonction de ces pensées limitantes, eh bien, ça va le bloquer dans sa vie. Donc l'objectif en consultation, c'est de poser plus d'une soixantaine de questions aux parents pour savoir si l'enfant était désiré, pas désiré, s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des IVG. En fonction des réponses, eh bien, je vais poser des peluches. Une peluche pour maman, une peluche pour papa, une peluche pour la fausse couche, et puis on va poser des émotions. Et l'enfant, eh bien, il va comprendre si par exemple il y avait une fausse couche avant lui, il a pu avoir peur de mourir dans le ventre. Il va mieux comprendre pourquoi sa mère avait peur qu'il meure. Le truc, c'est que lui, quand il est dans le ventre, il pense qu'il peut mourir. Il se dit qu'il doit pouvoir prouver à sa mère qu'il est bien vivant. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des enfants qui ont des troubles du sommeil, qui vont avoir des difficultés à séparer, parce que pour eux, ils sont persuadés qu'ils sont là pour prendre soin des émotions de leurs parents. Et on va se dire, ah, mais quel pot de colle, ou quand je le laisse à la crèche, il veut pas se libérer de mes bras. Eh bien oui, parce que lui, il est persuadé qu'il doit prouver à sa mère ou à son père qu'il est bien vivant. Donc le fait de poser des peluches, eh bien, les parents vont prendre de la hauteur et on va pouvoir expliquer la vraie histoire à l'enfant pour aller dégommer toutes les pensées limitantes qu'il a pu mettre en place. Et est-ce que ça fonctionne avec un tout petit bébé? Enfin, est-ce qu'il y a un âge, alors je dirais pas limite, mais en tout cas en dessous duquel la méthode n'est pas applicable, ou est-ce que même un enfant de quelques mois peut comprendre tout ça? Complètement, même des femmes enceintes. Le fait de, par exemple, des femmes enceintes, souvent j'ai des personnes qui me disent Audrey, je sens que
Il y aurait besoin déjà d'expliquer des choses à mon enfant. Par exemple, s'il y a eu plein de fausses couches, il y a eu des IVG, si je suis tombée enceinte et ma mère a eu un cancer, eh bien, on va commencer à parler au bébé qui est dans le ventre et puis on va déjà voir des choses qui se passent. Ça peut être un enfant qui est en siège et le fait de lui dire toute son histoire, eh bien, régulièrement, il se retourne à la fin de la grossesse. Donc, les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les adolescents et même les adultes, en fait, on a tous été un bébé dans le ventre de notre mère. Donc, raconte-moi mon histoire, c'est pour tout le monde. Ok, c'est fort. Mais par contre, donc là, toutes les questions que tu poses, donc la soixantaine de questions, l'enfant est présent. Comment est-ce que tu trouves peut-être le juste équilibre entre le respect de l'histoire familiale et le besoin de libérer l'enfant? Parce qu'il y a peut-être des choses, voilà, les parents ont peut-être du mal à répondre devant leur enfant. Déjà, je pose toujours un cadre sécurisant. J'explique bien aux parents que de toute manière, l'enfant, c'est les choses et on va y aller en douceur. Mais effectivement, on va parler d'une IVG, on va parler d'une fausse couche, on va parler de différentes choses comme ça, en disant bien, ben, à ce moment-là, papa et maman, ils ont fait ce choix, c'est leur choix. Par exemple, si c'est une IVG, et ils ont le droit. En fait, en posant des mots et en rendant chaque action aux parents, on y va en douceur. Il n'y a pas de culpabilité. En fait, à un moment donné, oui, on a dû faire une IVG et c'est OK. Et c'est toi qui reformules finalement peut-être ce que les parents t'expliquent pour que l'enfant du coup le comprenne, donc soit à travers l'aide des peluches à un certain âge, parce que le nourrisson on va pas forcément percevoir, mais voilà, dans la manière d'expliquer pour trouver les mots justes pour que oui finalement il n'y ait pas de tabou, que les choses aient été dites et expliquer pour libérer d'un poids qui n'est pas forcément le sien. Oui, et souvent, on a peur de parler de la mort, on a peur de parler de ça, mais en fait, c'est la peur qui est chez les parents. À partir du moment où on dit la vérité à l'enfant, l'enfant, il est apaisé. Si on lui dit, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a eu une IVG avant toi que c'est ce qui va se passer pour toi. Si je suis un enfant qui arrive après une IVG, l'enfant, il peut se sentir en insécurité, il peut se dire à tout moment, mes parents peuvent arrêter la vie. Mhm. Enfin, et du coup, en lui disant, mais c'était juste à ce moment-là, maintenant, il te garde et c'est pour toute la vie, ça vient rassurer l'enfant. Ok, très bien. Audrey, donc tu as écrit plusieurs livres, dont en tout cas celui sur lequel on va focus aujourd'hui, c'est celui qui s'intitule du coup Le Grand Livre, donc je l'ai avec moi, Le Grand Livre de la kinésiologie spéciale enfant. Et dans ce livre que j'ai adoré lire pour ma part, tu abordes avec beaucoup, beaucoup de bienveillance différentes situations que tu illustres finalement par des témoignages de personnes que tu as toi-même accompagnées. Tu apportes des conseils, tu donnes des outils. On y retrouve finalement aussi ta méthode Raconte-moi mon histoire avec les peluches là, dont tu parlais, où tu schématises aussi du coup sur le livre. Voilà comment nous, déjà en tant que parents, on peut utiliser cette méthode à notre niveau, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité ou le besoin de se faire accompagner par d'autres personnes, et notamment des personnes qui sont formées à ta méthode. Et finalement, ce livre permet à des parents de mieux comprendre que voilà, que l'impact que des actes, des émotions ou des ressentis, comme tu le dis, in utero ou même avant même la conception, peuvent avoir sur leur enfant. Et ce que j'ai trouvé intéressant, comme tu viens de le dire, c'est que ça s'adresse à tout le monde, à des adolescents et à des adultes. Et les adultes qui lisent ce livre, il y a des choses qui font écho. Moi-même, du coup, voilà, il y a des choses qui ont fait écho chez moi en tant qu'adulte. Donc, ça m'a parlé pour mes enfants, mais ça m'a parlé pour moi, l'enfant intérieur, qui effectivement, du coup, bah voilà, se reconnaît à travers certains schémas et se questionne peut-être parfois sur le côté répétitif de ces schémas. Comment ce livre, du coup, enfin voilà, comment est-ce que c'est un complément peut-être du coup de cette méthode? En quoi est-ce qu'il l'illustre? Qu'est-ce qui est important du coup peut-être à mettre en lumière de ce livre dans le souhait en tout cas que tu as eu de l'écrire? Au fur et à mesure de mon expérience, je me suis rendu compte que les parents ne savaient pas expliquer les choses ou avaient besoin peut-être de compréhension sur leur enfant. Et dans ce livre, en fait, je reprends toutes les questions qu'il peut y avoir dans la méthode avec bah, est-ce que mon enfant était désiré, pas désiré? Je voulais une fille, j'ai eu un garçon. Et bien en fait, à chaque question, les parents vont pouvoir comprendre quelles sont les pensées limitantes, quelle est l'histoire que l'enfant il a pu se raconter. Et après, je vais donner toutes les clés sur de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de dire à mon enfant. Donc en fait, on a en fonction de tel ou tel événement de la grossesse, j'ai qu'est-ce que l'enfant a pu se raconter, et en plus j'ai toutes les phrases à lui dire. Donc en fait, c'est vraiment bah, pour moi un guide pour les parents pour pouvoir apaiser leur enfant, et pour les adultes qui n'ont pas forcément d'enfants, eh bien c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la petite fille que j'étais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire au petit garçon que j'ai été. Et pour ma part, moi, le fait d'avoir écrit des milliers de fois je ne suis pas responsable des émotions de mes parents, ça m'a fait énormément de bien parce que la plupart des enfants sont persuadés qu'ils sont là pour prendre soin des émotions de leurs parents. Donc la première chose que les parents peuvent dire à leur enfant, c'est je suis triste, c'est ma tristesse et c'est à moi de m'en occuper parce que je suis l'adulte. Rien qu'en disant ça à vos enfants, vous allez vraiment les libérer d'un gros poids. C'est vrai, et c'est vrai que tout au long du livre, c'est une phrase qui, voilà,
entre guillemets martelée, mais qui je trouve est vraiment impactante parce qu'on la lit une fois, deux fois, et on se rend vraiment compte que finalement, quelle que soit la situation, il faut toujours effectivement voilà dissocier les choses et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que toi tu l'as écrite plusieurs fois, mais nous en tout cas en tant que lecteurs, pour les personnes qui ont lu ou qui vont lire ton livre, c'est quelque chose voilà qui devient, enfin c'est pas qu'on fait nos réponses toutes seules, mais petit à petit on arrive à comprendre le cheminement en fait et ce vers quoi tu nous amènes. Et après voilà on peut revenir à certains passages du livre puisqu'il est très bien fait. On peut le lire en entier ou on peut vraiment aller cibler voilà, selon ce qu'on a vécu, si c'est une IVG, si ensuite voilà, on reviendra sur les accouchements par la suite, selon le type d'accouchement ou des choses comme ça. C'est intéressant parce qu'on peut vraiment aller voilà droit au but et comprendre ce qui s'est passé pour notre situation. Et après voilà, de manière un peu plus holistique, essayer de comprendre voilà de ce qui gravite aussi autour de tout ça, parce que parfois on peut peut-être soi-même être un peu dans le déni d'une chose qui peut avoir impacté nos enfants ou nous avoir impacté nous-mêmes. Tu parles aussi du coup de cette peur effectivement de la mort qu'ont beaucoup d'enfants et qui voilà comme tu l'as dit et comme tu l'expliques dans ton livre, tu reprends vraiment, tu parles des émotions qui sont liées à l'enfance, de la grossesse, des émotions vécues dans les 9 mois qui précèdent la conception. Pourquoi du coup effectivement il y a tant de rapports finalement avec la mort, parce que c'est quand même voilà une des appréhensions par rapport à ce que j'ai compris du coup principale des enfants. En fait, pour revenir à ça, c'est que derrière souvent les troubles du sommeil, pour l'inconscient, le fait d'être allongé les yeux fermés, ça représente la mort. Mais la mort, ça peut être aussi la fin de quelque chose. Rien que le fait d'accoucher, pour l'enfant, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin du moment où je suis avec ma mère. Donc rien que ça, déjà, c'est symbolisé par la mort. Et en fait, dès qu'on est dans le ventre de notre mère, eh bien, il peut y avoir cette notion de avant moi, il y a eu des débuts de bébés qui sont décédés. Ça peut être ma mère, elle a eu peur que je meure. Ça peut être à la naissance. Eh bien, j'ai pu être séparée de ma mère parce que je devais aller en réanimation ou je n'ai pas pu faire du poids-pou. Il n'y a pas forcément la mort, c'est aussi la fin de quelque chose. L'allaitement ou arrêter d'allaiter, c'est aussi la fin de quelque chose. Et dès qu'on va se retrouver derrière la fin de quelque chose, pour l'inconscient, ça va ressembler à la mort. Et donc, trouble du sommeil, difficulté à se séparer. Mais ça peut être aussi les tics, les tocs, etc., etc. C'est vraiment complet. Et tu soulèves un point que j'ai trouvé intéressant en questionnant finalement le fait que les parents pourraient tirer un avantage en fait de ces réveils nocturnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu parles du mode Wi-Fi de l'enfant et de son parent, et ça j'ai trouvé vraiment intéressant. Je veux bien que tu nous en parles. Oui, en fait, l'enfant, il est dans la bulle énergétique de ses parents jusqu'à ses 7 ans, donc en fait, il va tout capter. Et si bien papa culpabilise de beaucoup travailler et de ne pas profiter assez de son enfant, eh bien l'enfant, il va capter ça, il va se dire, ah ben papa, il culpabilise, donc je vais passer du temps avec lui. Et donc il va pleurer la nuit, la mère va y aller, et l'enfant, il fait, non, 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 je veux que ce soit avec papa. Et en fait, il va se calmer dans les bras de papa parce qu'il va intégrer que papa a besoin de récupérer du temps avec son enfant. Ça peut être, eh bien moi, je viens d'accoucher ou je n'ai plus du tout envie d'avoir de rapport sexuel avec mon conjoint, eh bien je vais avoir un avantage à aller dormir avec mon enfant ou aller chercher mon enfant, comme ça, inconsciemment ou consciemment, ça me donne une excuse pour pas faire l'amour avec mon conjoint. Ça peut être, bien, je ne reçois pas assez de tendresse, la tendresse, je la reçois de mon enfant, l'enfant, il va capter ça, il va toujours vouloir être dans vos bras, il va toujours vouloir se réveiller la nuit. Donc quand vous êtes face à une situation, face à un enfant, ça serait intéressant de se dire, c'est quoi les avantages pour moi à ce que la situation perdure? Et du coup, là aussi, on ressent une fois de plus le besoin de l'enfant en fait de répondre, de soulager son parent quelque part, parce que du coup, il ressent que son parent a tel ou tel besoin d'être avec lui à ce moment-là, et l'enfant il répond. Et donc voilà, on revient sur la phrase que tu dis à plusieurs reprises, et je pense que dans ces cas-là, elle est encore adaptée de lui expliquer voilà, par exemple, papa travaille beaucoup, mais c'est ok, je vais m'organiser peut-être à d'autres moments en fait pour trouver du temps avec toi. Tu peux dormir paisiblement, voilà, mais faut faire cette introspection avant pour essayer de se rendre compte voilà, de quel est mon besoin à moi en tant qu'adulte dans le réveil nocturne de mon enfant, si on parle là effectivement des réveils nocturnes. Oui, et puis ça peut gratter, hein. Je sais très bien que quand je pose ces questions aux parents, la première réaction, c'est non, il n'y a pas d'avantage. Et si on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a différents avantages. Et c'est OK de culpabiliser ou d'avoir besoin de câlins. C'est juste important d'expliquer à l'enfant, c'est mon besoin et je vais faire en sorte de faire autrement, mais ce n'est pas à toi d'y répondre. Mm. C'est clair. Ouais. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je peux dire à un enfant, ce n'est pas à toi de prendre soin des émotions de tes parents, et l'enfant, il va se mettre en colère, il va hurler, il va crier, il va se mettre à pleurer parce que il est persuadé que c'est son rôle. Donc je vais lui dire, j'ai bien entendu que toi tu pensais que c'était ton rôle, mais en fait un enfant, ça joue, ça dort, ça s'amuse, ça fait des copains, des choses comme ça, pour redonner vraiment le rôle à l'enfant, parce que lui, en fait, il sait peut-être pas ce que c'est que d'être un enfant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, toi, tu vas dégrossir effectivement les choses dans une séance. Est-ce qu'il y a plusieurs séances par la suite?
Oui, de plus en plus. En fait, je travaille énormément déjà en transgénérationnel, donc je vais énormément poser tous les événements qui peuvent être importants à nommer du côté de la mère, du côté du père. Donc il peut y avoir de l'inceste, il peut y avoir des viols, il peut y avoir des accidents de la route. Ça peut être dans ma famille, tous les hommes se pendent. Donc si j'ai un garçon, l'enfant il peut se dire dans ma famille, si tous les hommes se suicident, peut-être que moi aussi je vais me suicider, peut-être que mon père va se suicider. Donc en fait, je vais énormément travailler en transgénérationnel, donc ça peut prendre effectivement plusieurs séances. Pour moi, c'est illusoire de faire qu'une seule séance de racontement de mon histoire quand on a envie vraiment de tout détailler. C'est des séances qui durent combien de temps, du coup, à peu près? Maximum 1 heure, parce que Ouais, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément aussi de libération émotionnelle, donc maximum 1 heure. ok. Et par la suite, du coup, est-ce que les parents ont un petit travail justement à faire? Parce qu'on parle de ces phrases libératrices, mais j'imagine qu'il ne faut pas les répéter une seule fois non plus. Est-ce que toi, tu donnes des tips justement ou des conseils? À la fin de la séance, les parents repartent avec des phrases à répéter. Par exemple, oui, à ce moment-là, je voulais un garçon, c'était juste à ce moment-là. Que ce soit toi ou une autre petite fille, ça aurait été la même chose. Et vraiment, il va y avoir des phrases réparatrices à répéter tous les jours pendant 3-4 semaines. Et puis, ça peut être aussi pendant la séance, si je me suis rendu compte que le père, la mère avaient besoin d'aller travailler des émotions, je vais inviter les parents très souvent à les consulter. Si vous dites à l'enfant, ce n'est pas à toi de prendre soin de mes émotions, mais que le parent ne prend pas soin de ses émotions, eh bien, il va y avoir une sorte de dissonance. Oui, exactement. Et l'enfant va la ressentir à nouveau aussi, puisque du Oui, coup, il capte. dans le comportement du parent, il y a des choses qui effectivement vont se répéter à nouveau. Très bien. Si je reprends d'autres passages du livre pour revenir un peu sur les accouchements, parce que voilà, enfin, on passe toutes par là pour mettre au monde nos bébés. T'évoques certains faits marquants comme la césarienne ou le déclenchement, et que le fait du coup d'avoir vécu ce type d'accouchement, enfin finalement la manière dont s'est déroulé l'accouchement, ça peut avoir des conséquences sur la perception que va se faire l'enfant de son monde. En quoi peut-être aussi ce type d'accouchement peut impacter la maman? Et est-ce que les séances, du coup, peuvent aussi bien libérer la maman de l'enfant? Je sais que dans ton livre, voilà, tu donnes des exemples de la manière dont tu peux, entre guillemets, réparer peut-être ces éléments-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, de toute manière, les séances Raconte-moi mon histoire, c'est pour libérer les émotions des parents et aussi des enfants. Donc c'est vraiment pour moi de la thérapie familiale, même si je pense que je n'ai pas le droit d'utiliser ce terme, mais on va vraiment libérer les émotions de chacun. Et par rapport aux accouchements, normalement, c'est le bébé qui décide de naître, donc c'est lui qui va enclencher naturellement les contractions. Si j'ai été déclenchée, lui, il peut se dire, on décidera toujours à ma place. Je n'ai pas confiance en moi. Donc ça peut être un enfant qui aura toujours besoin d'aide ou qui, à l'inverse, va toujours prouver à tout le monde qu'il peut faire des choix. Donc vous allez avoir des enfants qui vont dire, non, c'est moi qui choisis, c'est moi qui choisis. Ça, c'est pour le déclenchement. Si la naissance a été très rapide, comme si je naissais comme une savonnette, eh bien, on peut se dire, la vie, c'est facile. Ça va être des enfants et des adultes qui ne vont pas comprendre la frustration, qui ne vont pas comprendre pourquoi il faut faire des efforts. Si je suis née par césarienne, eh bien c'est pareil, on est venu me sortir, c'est-à-dire qu'on a fait les choses à ma place, donc je peux perdre confiance en moi, je peux me dire j'aurai toujours besoin d'aide des autres. Il peut y avoir aussi par la césarienne cette notion de on m'a pris de ma mère, donc on peut avoir des enfants qui peuvent avoir peur d'être kidnappés, par exemple. Si j'ai des forceps ou des ventouses, je peux me dire que le monde extérieur est dangereux. Là aussi, je peux me dire que j'aurai toujours besoin d'aide. Donc à chaque fois, c'est soit j'aurai toujours besoin d'aide, soit je vais prouver à la terre entière que je peux faire tout seul. Ça donne des personnes qui ne vont pas réussir à déléguer. Il y a tellement de choses qui vont ancrer des pensées vraiment limitantes sur notre vie qui va nous bloquer qu'on soit un enfant ou un adulte. Hmm. Et en séance, du coup, un élément qui m'a marqué aussi dans ton livre, c'est le fait de permettre, en fait, alors tu le fais pour plein de sujets, mais on va le prendre pour cet exemple-là, de revivre l'accouchement tel qu'il aurait peut-être été désiré. Et tu illustres ça par le fait que la maman, voilà, tu vas nous raconter un peu mieux que moi, mais la maman, du coup, voilà, revit son accouchement, mais finalement, l'enfant qui est là peut aussi avoir un comportement pour lui-même se positionner naturellement, en fait, et revivre l'accouchement que lui aussi aurait certainement désiré. Exactement. Très souvent, c'est quand il y a eu des césariennes, je demande toujours à la maman, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous a volé votre accouchement? Oui. Si c'est le cas, une partie d'elle est restée coincée dans ce moment où on lui a volé son accouchement, donc je l'invitais à fermer les yeux et à me dire exactement comment elle a vécu cette césarienne pour aller libérer toutes les émotions bloquées. L'enfant, il est à côté, donc il peut aussi libérer certaines choses. Et puis après, je travaillais en visualisation positive pour lui dire comment vous auriez envie que cet accouchement se passe. Et ce qui est intéressant, c'est quand les enfants sont nés par césarienne, eh bien, je peux les voir écarter mes fauteuils, je peux les voir écarter les jambes de la mère pour passer en dessous. Je peux avoir des nourrissons qui se basculent en arrière comme si ils reproduisaient le geste. Donc,
Je trouve ça toujours fascinant en travaillant l'accouchement qu'on peut libérer les émotions de la mère, mais aussi de l'enfant. Je ne sais pas si Et je suis puis, très claire. si, bah, en tout cas, pour moi, ça l'est effectivement. Et ce que tu expliques, c'est que finalement aussi le cerveau ne fait pas forcément la différence entre le réel et l'imaginaire. Et à travers en fait ce que tu proposes là, de visualiser effectivement l'accouchement rêvé, on va dire, pour la maman ou pour l'enfant, du coup, d'avoir ces réactions-là aussi, ça les, comment dirais, est-ce que ça les réaligne avec quelque chose pour les libérer finalement de ce traumatisme qu'ils ont pu vivre? Oui, parce qu'il y a une partie d'eux qui était cristallisée à ce moment-là, donc on peut vraiment se retrouver avec des émotions qui sont coincées, qui sont refoulées. Et puis le fait de revisualiser en positif, ça leur donne du pouvoir sur c'est moi qui décide de naître comme ça, c'est moi qui décide d'accoucher comme ça. Il y a énormément de femmes qui ont encore leur kilo de grossesse parce que leur enfant étant né en césarienne, elles n'ont pas accouché comme elles voulaient, et c'est comme si leur enfant, inconsciemment, était encore avec elles. Hmm. Ok, vraiment, je trouve ça très, très, très intéressant, moi, à mon niveau, de comprendre tous ces mécanismes et de se dire, voilà, on a des discours hein, autour de nous quand on parle de nos accouchements et on sent qu'il y a des choses qui bloquent, des femmes qui, effectivement, plusieurs années après, pleurent encore, effectivement, en racontant un accouchement par césarienne. Et ce que tu dis là, je trouve, voilà, est vraiment fort pour permettre, voilà, de libérer tout ce qui est resté bloqué à ce moment-là, de libérer la maman, mais l'enfant aussi, parce que parfois, on sent cette connexion où même l'enfant, quand on parle de l'accouchement, va avoir un comportement où, oui, on sent que ça le dérange et que il y a quelque chose qui est bloqué là aussi. Et là, on parlait des accouchements par césarienne avec les déclenchements, mais il y a aussi, tu disais, il y a des enfants qui naissent rapidement, mais parfois très rapidement. Et tu fais le lien du coup avec les réflexes archaïques et notamment le réflexe de Galant. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc si tu peux nous expliquer un peu plus en quoi effectivement l'enfant peut avoir une méconnaissance en fait de ses limites et des limites de son corps si l'accouchement a été trop rapide. Oui, alors que ce soit par césarienne ou par accouchement très rapide, l'enfant, comme il est né très vite, il n'a pas de conscience de contour de son corps. Donc c'est comme si c'était hyper flou. Donc on va se retrouver avec des enfants qui vont se cogner partout, qui vont être assez frontales quand ils vont vouloir nous faire des câlins, qui vont déborder au niveau des émotions, qui peuvent faire du pipi au lit. Donc ça, c'est pour tout. Je n'arrive pas à comprendre les contours de mon corps. Et il faut savoir aussi que dans le bas de notre dos, on a une zone réflexe quand on est un bébé. Et en fait, quand cette zone réflexe touche eh bien, le bassin, quand on sort, ça vient faire tortiller le bassin. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est parce que le bébé, il tortille des fesses en naissant que ça va désactiver ce réflexe. Sauf que s'il est né trop vite, ce réflexe, il est encore actif. Et à chaque fois que les enfants vont avoir des étiquettes, vont être le dos collé aux chaises, eh bien, l'enfant va faire que bouger, il ne va pas supporter les étiquettes, et bien souvent, il y a du pipi au lit. Et bien tout ça, eh bien, ça peut se travailler en allant voir le réflexe archaïque, le réflexe de Galon. Et est-ce que ça se travaille en kinésiologie justement? Oui, kinésiologie ou des personnes qui sont vraiment spécialisées dans les réflexes archaïques. Hyper important. D'accord. Si vous avez un enfant qui se tortille, qui ne supporte pas les étiquettes et ou qui fait pipi au lit, il y a de grandes chances que ce réflexe soit là. Et en fait, en faisant des exercices, c'est réglé. C'est ça, parce que parfois on peut l'observer, ou même à l'école, du coup, oui, c'est des enfants qui vont être peut-être qualifiés un peu trop vite d'hyperactifs, alors que finalement, il y a juste quelque chose à régler à ce niveau-là. Exactement. On va dire, mais qu'est-ce qu'il est remuant? Mais assis-toi bien et puis pose ton. Et en fait, c'est pire pour ces enfants parce qu'ils ne le font vraiment pas exprès. C'est ça, ils se sentent pas compris, du coup, parce qu'effectivement, ils peuvent pas forcément verbaliser et expliquer d'où ça vient. Dans ton livre, encore une fois, parce que voilà, c'est un peu le fil conducteur qui illustre finalement la méthode et un peu tout ce que tu as pu, toi, connaître en termes de situation. Tu évoques aussi un passage sur l'alimentation des bébés avec, on en parlait du coup, l'allaitement tout à l'heure. Donc c'est un choix parfois d'allaiter ou de donner le biberon. Parfois, il y a des mamans qui veulent allaiter mais qui vont rencontrer des difficultés dans l'allaitement. Et puis, à un moment, on peut aussi se dire, voilà, là, ça sera la fin de l'allaitement pour telle ou telle raison. Des femmes parce qu'elles reprennent le travail, ou parfois on peut continuer aussi en reprenant le travail. Mais voilà, c'est parfois un choix ou non d'allaiter. Parfois, on subit son allaitement parce qu'on s'est mis des injonctions. Parfois, on est contraint d'arrêter l'allaitement parce qu'effectivement, il y a un contexte particulier. Mais on met fin aussi à un moment un peu privilégié entre son bébé, enfin le bébé et la maman finalement, parce que c'est des moments voilà, à deux. En quoi, du coup, c'est vraiment important, je pense à ce moment-là, pour les deux, le bébé et la maman, de verbaliser les choses et de ne pas laisser couler les choses et les subir finalement l'un comme l'autre. Sur l'allaitement, il y a différentes choses. Si je souffre et si je suis dans le sacrifice parce que je me dis il faut absolument que je nourrisse mon bébé, eh bien l'enfant il peut se dire maman souffre à cause de moi, je suis responsable des douleurs de ma mère,
Manger fait souffrir. Quand je mange, ça fait souffrir ma mère. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des troubles de l'oralité ou des difficultés à manger en disant, mais je comprends pas, mon enfant veut pas manger quand c'est moi. Peut-être parce que son inconscient, il a associé manger fait souffrir ma mère. Donc, pour toutes ces femmes qui allaitent et qui ont mal, je l'invite à dire à leur enfant, oui, quand je te donne à manger, ça me fait mal, c'est ma douleur. Et c'est à ce moment-là, ce n'est pas parce que tu manges que j'ai mal, c'est juste que moi, j'ai décidé de te nourrir de cette manière-là. Ce n'est pas parce que j'ai fait ce choix que dans la vie, tu dois te sacrifier. Ça peut être différentes choses. Et si on décide d'arrêter l'allaitement, de bien dire à l'enfant, même si j'arrête de te nourrir avec le sein, je vais continuer à t'aimer, je vais continuer à te faire des câlins, je vais continuer à passer du temps avec toi, je vais continuer à te nourrir. Parce que l'enfant, il n'a pas conscience de tout ça. Lui, il est peut-être juste dans on va me priver du sein de ma mère. C'est ça, du coup. Toujours la communication et le fait de verbaliser les choses, quel que soit l'âge, finalement, encore une fois, c'est vraiment le fil conducteur de tout ça. Et voilà, comme on le dit, plus on est transparent, plus finalement les relations sont saines entre une maman et son bébé, un papa et son bébé. Et comme on le disait, transgénérationnellement, ça a aussi des impacts. Oui, en fait, je revenais sur une adolescente de 12 ans qui était très en colère par rapport à son père. On fait des séances de racontement mon histoire. Et à un moment donné, on arrive au niveau de l'allaitement. Et la mère dit, mais en fait, mon mari voulait absolument donner le biberon. Et j'ai arrêté de donner le sein. Et en fait, la petite, enfin en tout cas l'adolescente, elle dit, ah mais c'est pour ça, en fait. En fait, elle a compris que son père, c'était un geste d'amour. Mais la petite fille, à l'époque, avait pris son père, genre, à cause de toi, je ne peux plus prendre le sein de ma mère. Et du coup, elle était en colère depuis 12 ans. Et le fait de poser des mots en mode, mais en fait, non, papa, c'était pour lui un geste d'amour, eh bien, c'est venu apaiser la colère de cette jeune adolescente. Ok, ouais, donc ouais, vraiment des choses qui restent ancrées et qui, plusieurs années après, peuvent créer des troubles dans les relations, effectivement, au niveau des familles. Sur cette thématique de l'alimentation, tu parles aussi des pleurs des enfants et où parfois la réponse peut-être primaire qu'on peut avoir en tant que parent, c'est de donner le sein ou le biberon. Et ça peut conditionner peut-être effectivement un certain rapport à la nourriture que l'enfant aura par la suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien souvent, quand un enfant il pleure, la première chose qu'on fait, c'est soit lui donner la tétine, le biberon, le sein. Et en fait, l'enfant, il peut se dire, ah, quand j'ai une émotion, je mets quelque chose à ma bouche. Donc, ce qu'il peut donner, quand j'ai une émotion, je mange. Quand j'ai une émotion, je bois. Quand j'ai une émotion, je fume. Quand j'ai une émotion, je ronge mes ongles. Donc, pour moi, quand un enfant a une émotion, déjà verbaliser en mode, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, je comprends, tu as le droit. Cette émotion, elle va s'arrêter et voir si ça ne se calme pas, effectivement, donner le sein, la tétine ou ce genre de choses. Mais d'abord, de peut-être accueillir ce qui se passe plutôt que de mettre tout de suite quelque chose dans la bouche. Oui, c'est ça. C'est ce qui permet effectivement, même par la suite, à eux de ressentir les émotions et de les accueillir plutôt que d'essayer toujours de trouver quelque chose pour les faire taire. Parce que finalement, c'est un peu ça, malheureusement, qu'on essaye de faire en pensant bien faire parce qu'on se dit, il a faim ou quoi. Mais finalement, ça lui desservira par la suite pour pouvoir lui-même prendre le recul sur une situation. C'est comme si tu es avec ta meilleure amie, tu es en train de lui parler d'un chagrin d'amour, tu es en train de pleurer, puis elle te colle un bout de saucisson dans la bouche. Non, mais c'est vrai. Elle te gaffe de choses dans la bouche. Souvent, je dis aux parents ou aux adultes, je leur dis, mais est-ce que cette chose-là, vous le feriez à votre meilleure amie ou votre meilleure. Souvent, est-ce que je ferais ça avec un adulte? Non. Alors pourquoi je le fais avec un enfant? Mais c'est bien parce que finalement, ça invite effectivement à prendre du recul et à se poser des questions, parce qu'on est des fois dans des schémas où voilà, enfin, on infantilise les enfants, c'est le cas de le dire, mais voilà, en leur desservant, puisque finalement, on n'arrive pas à les rendre autonomes ou à leur permettre en tout cas d'exprimer leurs émotions jusqu'au bout. Hein. Non, puis ça, je le vois vraiment en séance. Si l'enfant il va pleurer, on va lui donner directement un bout de pain. Et ça peut être des enfants de 2-3 ans qui peuvent verbaliser, hein, mais en fait, il n'a absolument pas dit qu'il avait faim. Mais pour calmer, hop, un bout de pain ou un gâteau. Et en fait, il y a certaines personnes qui ont ce réflexe un peu trop facile. Accueillez les émotions des enfants et dites-leur bien que l'émotion, elle va s'arrêter. L'enfant, il ne sait pas qu'une émotion, ça s'arrête. Ça, c'est important, effectivement, de le préciser. Lui, il vit son moment, mais nous, on a du recul parce que on a grandi aussi et on sait, voilà, comme toute chose, que tout finit par passer. Mais eux, voilà, ils sont dans l'instant présent et ils savent pas forcément, oui, que tout va se terminer. Tu parles aussi du fait que dans quasi la majorité, en tout cas, des personnes que tu reçois et des enfants que tu reçois, les enfants en séance évoquent le fait de ne pas se sentir aimés. En précisant pour autant que les parents font tout, en tout cas en pensant bien faire aussi, mais font tout pour leur prouver leur amour. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, peut-être faire le lien avec les 5 langages de l'amour? La plupart des enfants et des adultes ne se sentent pas aimés tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même langage de l'amour. Donc les 5 langages de l'amour, c'est des langages qui permettent de remplir mon réservoir. Donc il va y avoir les mots, les compliments, les je t'aime. Ça, c'est le premier langage. Le deuxième, ça va être les câlins. Le troisième, ça va être les cadeaux, mais ça peut être quelque chose de gratuit. Quand un enfant il vous offre le plus beau des galets, pour lui, c'est un cadeau.
les services rendus et le temps de qualité. Et par exemple, si l'enfant, lui, il est surtout, son réservoir se remplit essentiellement avec des câlins et des compliments, et que vous ne faites ni compliments ni de câlins, il va se sentir pas aimé. Pourtant, vous allez passer du temps avec lui, vous allez lui faire plein de cadeaux. Vous allez dire, mais par rapport à tout ce que je fais pour toi, je comprends pas qu'ils ne se sentent pas aimés, parce qu'ils n'ont pas le même langage que leurs parents. Donc toujours se demander aux enfants quels sont les langages qui remplissent leur réservoir. Mais souvent, les enfants, ils vous montrent comment ils sont aimés. Si vous avez un enfant qui vous dit, maman, qu'est-ce que t'es jolie, l'enfant, son réservoir va être rempli par des compliments. Si vous dit tout le temps, si vous faites plein de petits cadeaux, ben, le langage qui va le remplir, ce sont les cadeaux, mais pas forcément quelque chose de payant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, voilà, on se bloque, nous, en tant que parents, en disant, bah, pourtant, je fais tellement de choses. Et derrière, oui, on se rend compte que bah, ça fonctionne pas. Et ça, je trouve ça révélateur. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi, voilà, pour des parents de prendre conscience de tout ça. Et tu parles aussi de la boîte à bisous dans ton livre. Est-ce que tu peux, voilà, nous expliquer en quoi ça consiste, comment ça peut se matérialiser, son utilité? En fait, comme l'enfant il est souvent persuadé qu'il n'est pas aimé, je propose au papa et à la maman de faire une boîte. Donc, ils ont chacun une boîte en disant à l'enfant, voilà, dans cette boîte, ça c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et ça peut être des bisous, ça peut être des cœurs en papier, ça peut être des photos que de maman et de l'enfant. Et en fait, on va dire à l'enfant, mais voilà, ça c'est tout mon amour. Et l'enfant, ça va beaucoup être plus concret. J'ai tellement eu d'enfants où les parents me disaient, mais en fait, on l'avait disputé. En fait, quand on allait dans la chambre, il avait ouvert la boîte et il se collait des bisous sur tout son corps. Donc j'invite vraiment les parents, c'est vraiment, ça coûte pas grand-chose, une petite boîte, et puis ça peut être de remplir de telle ou telle chose. C'est comme quand notre chéri nous offre une bague ou il nous offre quelque chose, on se dit, ah, ça c'est mon chéri qui me l'a offert, je me sens remplie d'amour. Et bien l'enfant, c'est la même chose. Oui, ça le rattache à quelque chose finalement qui ramène à quelque chose de positif là aussi. Et ça peut servir aussi dans le cadre de séparation. C'est ce que tu évoques aussi dans ton livre parce que voilà, ben, parfois, forcément, quand on est chez l'un ou l'autre parent en tout cas n'est pas présent. Donc cette boîte peut permettre en fait d'avoir un petit bout de l'autre parent avec soi quand on est chez son papa et que la maman n'est pas là et inversement. Oui, l'enfant il est toujours persuadé que si on n'est pas à côté de lui, on l'aime pas. Donc toujours dire, mais moi je symbolise avec des cœurs, ben, quand tu es à l'école, je continue de t'aimer. Quand je suis au travail, je continue de t'aimer pour que l'enfant il intègre qu'on n'est pas obligé d'être l'un à côté de l'autre pour s'aimer. Très bien. Mais encore une fois, ouais, avec la méthode et ce côté visualisation pour l'enfant, de se rendre compte, voilà. Et tu le dis très bien aussi à d'autres moments, en fonction des comportements ou autres, on dissocie bien le comportement de la personne finalement, et ce qui lui montre à l'enfant, voilà, qu'on est en colère contre le comportement, mais que ça change rien à l'amour qu'on peut avoir pour cet enfant, et de le visualiser avec les cœurs, voilà, le fait que voilà, on est en colère contre le comportement, mais le cœur pour la personne est toujours à côté de la peluche qui représente le parent, c'est quelque chose de fort et de parlant. Et je pense que pour les enfants, l'expliquer oralement, ils auraient du mal à le comprendre, mais le voir du coup effectivement à travers tout ça, pour eux, ça prend complètement sens, hein. Carrément, puis c'est logique, ça a l'air de rien, mais ils adorent en plus, ils comprennent. C'est ça. On parle aussi dans ton livre des enfants qui ne supportent pas le non. Comment est-ce que ta méthode peut aider du coup les parents à pouvoir aborder cette frustration, peut-être de manière ludique et parlante justement? Alors souvent, quand on dit non, l'enfant il est persuadé qu'on lui dit non à lui et qu'on l'aime pas. Donc souvent, je vais poser une peluche pour papa, une peluche pour maman, une peluche pour l'enfant. Je vais poser un objet qui représente par exemple la question de l'enfant, qui est est-ce que je peux jouer à la console? Et en face de ce point d'interrogation, je vais poser un oui et un non du côté des parents en disant, ben, quand on pose une question, on peut dire soit oui, soit non. Ça, c'est la règle du jeu. Et si je dis non à la question et je dis pas non à toi. Et l'enfant, il comprend qu'il y a lui et qu'il y a la question, et que même si on dit non, eh bien, on dit pas non à lui et que l'amour reste toujours là. Donc ça peut être une explication facile pour que l'enfant intègre que si on dit non, c'est pas non à lui. Et puis après, dans toute son histoire, on va chercher tous les moments où il n'a pas eu le choix, où on a décidé à sa place et tout ça pour lui redonner le choix. Parce qu'un enfant qui refuse, qui ne supporte pas la frustration, souvent c'est un enfant à qui on n'a pas laissé le choix. Donc on va lui redonner son choix à travers son histoire. Et à chaque fois, c'est ça, à travers toutes les questions, finalement, tu rabordes tous ces points-là, en fait, en partant, tu le dis toi-même, hein, des 9 mois avant la conception jusqu'au présent. Donc, les 60 questions font retracer, en fait, tout ce parcours-là pour voir à quel moment il y a pu avoir des schémas répétitifs ou peut-être un seul schéma, mais qui a été le point de départ, en tout cas, de toutes les réactions qu'il y a aujourd'hui. Exactement.
Si on parle des enfants qui crient, qui tapent, qui mordent, parce que ça, je pense que c'est quelque chose auquel les parents peuvent être confrontés, alors de manière ponctuelle ou de manière effectivement plus pérenne. Dans ton livre, parce que parfois on peut assister, même sans le vouloir, du coup, à des situations voilà, où l'enfant tape, crie, mord, et on voit le parent qui a une réaction violente, entre guillemets, du coup, soit dans les mots, soit dans les actes. Qu'est-ce que tu peux peut-être donner comme tips aux parents pour essayer peut-être de prendre du recul sur cette situation ou de mieux appréhender en tout cas un comportement comme celui-ci? Il faut savoir que si un enfant mord et tape, ça peut être parce qu'il a vu ça à l'extérieur. Donc je demande toujours aux parents qui est-ce qui est violent, mais ça peut être je claque les portes, je tape du poing dans la table, et du coup l'enfant il se dit c'est normal de communiquer comme ça. Un enfant qui mord et qui tape, souvent il y a un trop-plein d'émotions, mais ça peut être un trop-plein d'émotions chez l'enfant, mais il peut aussi apprendre des émotions, un trop-plein d'émotions chez les parents. Donc ça peut être intéressant de voir en quoi j'ai un trop-plein d'émotions. Et puis de bien dire à l'enfant, je comprends que pour toi, la seule manière en ce moment de libérer les émotions, c'est de frapper, c'est de donner des coups de poing, c'est de mordre. Sache que je vois bien et on va trouver ensemble des solutions pour aller libérer les émotions, mais vraiment lui dire, je vois bien qu'il y a des choses à l'intérieur de toi, ça prend trop de place. Et la meilleure manière pour toi à ce moment-là, c'est de faire ça et de dire, bon, on va trouver des solutions. Oui, donc du coup, c'est vraiment voilà, d'être à l'écoute, de se mettre à hauteur d'enfant, du coup, à ce niveau-là, hein, d'essayer de lui expliquer qu'on comprend la situation, mais qu'on ne valide pas forcément le geste ou le comportement pour autant. Parce que ça, parfois, ça peut être vraiment voilà, difficile d'essayer de lui expliquer, de communiquer, et quand bien même, du coup, on ne répond pas, parce que voilà, il y a des parents parfois qui, parce que l'enfant tape, même si on ne répond pas comme ça, voilà, c'est vraiment d'essayer d'aller l'accompagner, accompagner son émotion et de creuser plus loin. Et toi, du coup, grâce aux séances, tu arrives du coup à pouvoir. Tu as peut-être des exemples du coup de voilà de situations où l'enfant était dans telle situation et par rapport à ce que tu as pu proposer, il a pu changer le comportement et devenir plus apaisé. Mais souvent, il y a des grosses émotions qui sont là depuis le début. Donc, s'il n'a pas été désiré, il peut avoir de la colère. Après, si on voulait une fille et puis c'est un garçon, bah, lui, il peut se dire, bah, en fait, je réponds pas aux besoins et aux attentes des autres. Il peut se dire, bah, en fait, la naissance a été compliquée, j'ai fait souffrir ma mère. Il peut se dire, bah, en fait, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Et il peut se mettre une pression énorme à vouloir être l'enfant qu'il est persuadé qu'on attend. Et en fait, comme il se met plein de pression, eh bien, ça déborde et il peut taper, il peut mordre, il peut faire des grosses colères et tout ça. Et ne jamais demander à l'enfant pourquoi tu as tapé, pourquoi tu es en colère. L'enfant, il sera incapable de répondre. Il sera incapable. Donc, déjà, nous, en tant qu'adultes, quand on a des émotions, on ne sait pas toujours pourquoi on a des émotions. Alors, un enfant, c'est illusoire de lui demander pourquoi il a telle ou telle émotion. Ok. Et donc, du coup, voilà, donc on a parlé du rôle effectivement des parents dans le processus, avec le fait déjà de raconter et de dire les choses. Quand il y a des séances qui sont faites avec toi ou des personnes que tu formes derrière, voilà, il y a ces petites phrases effectivement à répéter pour accompagner l'enfant dans cette libération. Est-ce qu'il y a d'autres tips, d'autres éléments que tu pourrais peut-être donner aux parents pour mieux accompagner leurs enfants au quotidien? Eh bien, je vais inviter les parents à aller prendre soin déjà de leurs émotions. Souvent, on va emmener l'enfant de thérapeute en thérapeute, et en fait, souvent, l'enfant somatise, exprime ce qui n'est pas libéré chez les parents. Donc, chers parents, je vous invite à aller travailler d'abord sur vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand vous avez des émotions, dites à l'enfant, je me sens triste, c'est ma tristesse et c'est à moi de m'en occuper. Travailler sur les langages de l'amour, pour moi, hyper important pour pouvoir se caler vis-à-vis de son enfant de manière à ce qu'il se sente aimé. Et dès que l'enfant a une réaction, c'est je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, cette émotion, elle va s'arrêter. De lui montrer qu'il est vu et entendu. Merci du coup pour tous ces éléments. Audrey, est-ce que du coup, pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent peut-être trouver ton livre aujourd'hui pour pouvoir se le procurer et pouvoir prendre connaissance de tout ce qu'on a évoqué là, même si on a fait voilà, un résumé, c'est très intéressant d'aller lire un peu plus dans le détail tout ce que tu proposes. Est-ce que voilà, tu peux nous préciser où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, mes deux livres sont partout en fait, hein, à la FNAC, chez Cultura, dans votre librairie, tout ça, ils sont aux éditions Le Duc. Donc il y a le grand livre de la kinésiologie spéciale enfant, et le deuxième, c'est les bienfaits insoupçonnés de la kinésiologie. Voilà, c'est en vente en ligne et chez votre libraire. Très bien. Et pour les personnes que tu formes à la méthode Raconte-moi mon histoire, comment est-ce qu'on peut aussi peut-être retrouver des personnes qui accompagnent? Est-ce que c'est au niveau national, voire dans d'autres pays? Oui, on a la France, la Suisse, la Belgique. Il y a de plus en plus de personnes qui se forment dans le monde entier, donc c'est chouette. Et vous pouvez aller sur mon site internet audrey-du6 kinésiologue.fr
et vous allez trouver l'annuaire des personnes qui sont référencées, qui ont validé leur examen. Très bien. Et cette méthode, du coup, là, quand tu formes les personnes, c'est une formation sur voilà, combien de jours, comment ça fonctionne, peut-être pour rassurer, entre guillemets, des parents qui nous écouteraient et se dire, bah oui, même si c'est pas Audrey, d'autres personnes peuvent prendre le relais. Oui, en présentiel, c'est 5 jours et après, elles ont plus de 40 heures de vidéos en ligne. Et la formation, ça prend aussi en ligne avec, pareil, plus de 40 heures de vidéos. Je suis là pour répondre à toutes les questions. J'ai des lives de supervision tous les 2 mois. Donc, en fait, mes élèves sont toujours en lien avec moi. Je suis toujours là pour les accompagner, même après leur diplôme. Il faut savoir que les personnes qui sont sur l'annuaire, c'est des personnes qui ont été validées par moi, qui ont réussi et obtenu leur examen. Très bien, mais c'est important aussi de préciser voilà, cette notion de supervision, c'est-à-dire que les personnes par la suite voilà, sont suivies ou si elles sont confrontées finalement à des situations qui peuvent elles aussi les bousculer, elles peuvent en référer auprès de toi pour être elles aussi libérées de ce que ça peut évoquer chez elles. C'est important de le Exactement. savoir. J'ai fait trop de formations, je n'avais plus accès à la formatrice ou au formateur, donc j'ai décidé en formant des personnes que je serais toujours là. Mais c'est important et je trouve que voilà, c'est encore une fois dans la bienveillance aussi et avec toi là toujours la finalité d'accompagner les enfants et les parents dans cette grande aventure qu'est la parentalité. Je mettrai du coup de toute façon en lien du podcast tous les éléments qu'on a cités là pour que les personnes puissent retrouver les personnes qui souhaiteraient être formées à ta méthode, les personnes qui souhaiteraient faire appel aux personnes qui sont formées par ta méthode, mais aussi tes 2 livres du coup pour que tout le monde puisse les retrouver. Est-ce que voilà, je peux peut-être te laisser le mot de la fin si tu veux une question ouverte ou un message final à transmettre. Ouais, je dirais, allez prendre soin de vos émotions. Franchement, plus vous allez libérer vos émotions, plus vous allez prendre soin de l'enfant que vous avez été, mieux ce sera pour vos enfants. Ils portent beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas porter. Merci Audrey, merci infiniment pour ce partage si précieux et vraiment inspirant. Merci aussi à vous qui nous écoutez d'avoir pris ce temps pour découvrir cette approche et réfléchir à la place des histoires dans nos vies, mais aussi dans celle de nos enfants. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un commentaire et à suivre le podcast mercredi pour être informé des prochains épisodes. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement, un mercredi, pour une nouvelle rencontre autour de la parentalité. D'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants.